Alors c'est parti, donc troisième vidéo sur les politiques de la concurrence. Donc j'ai avancé dans la mise en forme du chapitre. Donc après avoir posé quelques bases historiques sur l'émergence des politiques de concurrence, donc je ne vais pas répéter ce qu'on a dit dans les deux dernières vidéos, on va maintenant passer, on va dire, au cœur du sujet, qui est donc des sujets qui tombent au bac, hein. J'ai regardé les sujets des années précédentes, vous les avez en début de chapitre. Il y a souvent des sujets sur pourquoi mettre en place une politique de la concurrence. Donc, je vais y revenir, mais en gros, il y a deux grands types de sujets, hein. Il y a les sujets en pourquoi, qui vous invitent à vous demander quelles sont les justifications de la mise en place d'une politique économique quelconque. C'est valable pour d'autres sujets d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on est fondé à mettre en place une politique de la concurrence? Quels sont les arguments qui justifient ce type de politique? Et après, il y a d'autres sujets, c'est les sujets en comment. Comment? C'est-à-dire, on parle plus de est-ce qu'il faut le faire ou pas, il faut le faire, mais la question c'est comment on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Quels sont les instruments mis en place par les pouvoirs publics pour mener à bien une politique? Donc là, on est plutôt sur le comment pour l'instant, dans ce grand 2. Donc comme vous voyez, hein, grand 2, pourquoi mettre en place une politique de la concurrence? Donc on va passer, voir les uns après les autres des arguments qui vous permettent de justifier tout simplement l'idée que bah, la concurrence, c'est quelque chose qui est souhaitable pour une économie. Ça va faire écho à des choses qu'on a déjà vues, hein. Alors première série d'arguments, donc grand A. Donc première chose, les politiques de la concurrence, elles sont souhaitables parce qu'elles permettent de protéger les intérêts du consommateur. Et premier argument, la concurrence assure, en théorie, donc là le en théorie est très important, puisque ces justifications de la politique de la concurrence sont basées en priorité sur les résultats de la théorie néoclassique. Donc c'est pour ça qu'on met en théorie, c'est-à-dire que c'est la théorie qui nous préconise la politique de la concurrence. Donc la concurrence assure en théorie des prix, les prix les plus bas pour le consommateur. Donc ça c'est intéressant c'est important et c'est un argument qui revient souvent. Alors, donc ce qui va se passer, c'est que donc je vais vous lire ce que j'ai rédigé. Et alors j'ai bien pris soin, c'est pour ça que je suis pas très rapide au niveau des vidéos. Là, c'est un petit peu plus lent. C'est parce qu'à chaque fois, je rédige sous une forme AEI, c'est-à-dire, vous voyez, idée générale, explication et illustration. Et là, vous allez voir, j'ai adjoint aussi des animations graphiques. Donc tout ça, ça prend du temps. Quand on est en cours, bah, on n'a pas besoin de le faire sur l'ordinateur, on le fait à la main. Là, il faut tout rédiger, je rédige tout, et donc bah, forcément, c'est un peu plus long. Donc bon, allons-y. Donc tout ce qui va suivre développe cette idée-là, hein, que ça assure les prix les plus bas. Donc en quoi la théorie assure que les prix sont les plus bas? Grâce à la concurrence. Alors d'après le modèle de la concurrence pure et parfaite, donc le fameux CPP que vous connaissez maintenant très bien, une forte concurrence entre les offreurs permet aux consommateurs de bénéficier de prix faibles. Voilà notre affirmation de départ, notre idée générale. Alors, en effet, puisqu'on passe dans la phase d'explication, donc on va approfondir. En effet, la concurrence permet une baisse des prix de vente, à condition que soient respectées les 5 hypothèses, on dit aussi les 5 conditions, les 5 hypothèses du modèle de la concurrence pure et parfaite, que je vous redonne, mais je pense que vous commencez à avoir compris. Atomicité, libre entrée-sortie du marché, sous-entendu, hein, homogénéité des produits, information parfaite, ou également appelée hypothèse de transparence, parfaite mobilité des facteurs de production. Voilà les 5 hypothèses, les 5 conditions qui, si elles sont respectées, eh bien, vous donnent un marché où la concurrence est parfaite. Il y a une parfaite concurrence entre les agents. Ces 5 conditions ne sont jamais réunies dans la réalité, à part peut-être et encore dans des marchés financiers, qui se rapprochent le plus de ce genre de modèle, mais dans la réalité, ce n'est jamais aussi vrai que dans la théorie. Donc c'est pour ça que là, on raisonne de manière, on raisonne dans l'abstraction, comme on dit, hein. On raisonne dans le cadre d'un modèle. Et après, on essaye de voir si on peut en tirer des enseignements utiles pour l'appliquer à la réalité. Et donc tout ce que je dis là n'est pas la réalité, c'est juste le modèle. Je poursuis. Donc selon ce modèle,
Les entreprises vont chercher à maximiser leurs profits en cherchant à vendre la quantité optimale en fonction du prix de vente. Donc le prix de vente qu'on appelle également prix du marché, qui s'impose à elles, comme elles sont price takers, c'est-à-dire preneuses de prix. Alors là, je reformule l'idée. Rappelez-vous que donc sur un marché de concurrence pure et parfaite, le prix auquel vous vendez, c'est une contrainte, c'est-à-dire que vous n'en décidez, c'est pas un paramètre. Un paramètre, c'est quand vous décidez, c'est un truc que vous décidez en tant qu'entreprise. Une contrainte, c'est quelque chose qui est donné, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc le prix de marché s'impose à vous à cause de la concurrence. Et donc vous êtes à ce titre price taker. Donc si l'entreprise ne peut pas définir le prix auquel elle vend, la seule variable sur laquelle elle a encore une prise, c'est la quantité qu'elle va produire. C'est ça qu'il faut que vous ayez bien compris. L'entreprise, pour maximiser son profit, ne peut pas faire varier son prix. Ce prix, lui, est décidé de manière exogène, par les forces du marché, pourrait-on dire, mais pas par elle. Donc la seule chose sur laquelle elle peut encore prendre des décisions, c'est la quantité. Donc l'entreprise va, par des calculs qu'on n'a pas besoin de voir, décider quelle est la quantité optimale qui lui permet d'avoir le profit le plus élevé possible, mais dans le cadre des conditions du marché, hein. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois le profit il est très gros, hein. Ça veut dire que c'est le plus élevé possible dans le cadre qui est celui du marché dans lequel elle se trouve. On verra plus tard que les entreprises, parfois, elles ont des profits très faibles, mais c'est quand même le profit maximum qu'elles peuvent avoir. Elles font du mieux qu'elles peuvent, mais malgré tout, c'est quand même pas un profit très élevé. Mais il est maximum par rapport aux conditions du marché. Ok, donc je reprends ici. Cette quantité optimale, celle qui permet d'avoir le profit le plus grand possible au sein des conditions du marché, permet à l'entreprise d'obtenir un profit maximum selon les conditions du marché, c'est ce que je viens de vous dire. Ce prix correspond toujours à la quantité pour laquelle le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la dernière unité produite, est égal à la recette marginale, c'est-à-dire ce que rapporte la dernière unité vendue, c'est-à-dire son prix. Alors là c'est pareil, hein, je reformule, ça peut paraître un petit peu difficile, un peu abscon comme ça, parce qu'en fait on écrit de manière littéraire des choses qui d'habitude s'écrivent mathématiquement par des équations, mais là l'idée elle est très simple, c'est que la quantité optimale pour une entreprise, elle va produire autant de quantité euh, que la dernière, enfin, excusez-moi, je reprends. La quantité optimale, c'est la dernière unité que vous allez produire, le coût de production de cette dernière unité produite, il va être pile poil égal à ce que vous allez en retirer quand vous allez la vendre. C'est-à-dire que vous allez la vendre au prix du marché, que vous connaissez puisqu'il s'impose à vous. Donc si vous produisez une unité supplémentaire, cette unité va vous coûter plus cher à produire que ce qu'elle vous rapporte, c'est-à-dire son prix de vente. Donc le coût marginal va être supérieur à la recette marginale. Le coût de fabrication de cette dernière unité va être plus important que le gain lié à la vente de cette dernière unité. Donc là, vous n'avez aucun intérêt à vendre plus ou à produire plus puisque vous allez perdre de l'argent. De la même façon, si vous produisez moins que cette quantité optimale, votre dernière unité produite va rapporter plus que ce qu'elle coûte, certes, mais vous pourriez encore produire une unité en plus et la rentabiliser en la vendant. Donc là, il y a un manque à gagner du fait de ne pas vendre à la quantité optimale, mais à vendre en dessous. Donc le point optimal, comme son nom l'indique, c'est la quantité où euh, précisément le coût marginal est égal à la recette marginale, c'est-à-dire au prix de vente. Bon, tout ça, a priori, c'est des rappels que vous avez déjà vus, hein. Alors, je vais vous faire voir une petite explication avec un graphique. Alors, est-ce que je peux encore y accéder? Alors, mince, non, je ne peux pas. Ah si, hop. Donc, pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Donc, là, le but est de montrer que sur un marché, la concurrence va faire baisser les prix. Puisque c'est ça l'argument de base, hein. C'est quand il y a de la concurrence, il y a une baisse des prix et c'est bon pour les consommateurs. Mais comment se fait-il que les prix baissent quand il y a de la concurrence? Comment la théorie économique nous propose de comprendre, d'expliquer ça? Alors allons-y, regardez. Donc on part d'une situation euh, tout à fait banale, c'est un marché, donc prix, quantité, avec une courbe d'offres croissante, ça, voilà,
une courbe de demande décroissante comme d'habitude, un point d'intersection avec un prix d'équilibre qu'on appelle P étoile et une quantité d'équilibre qu'on appelle Q étoile. Bon, très bien. Ça, c'est toujours un marché, ça commence toujours comme ça. Mais que va-t-il se passer? Donc pour ce niveau de prix, là, on suppose pour le prix P étoile, les firmes ou les entreprises réalisent un profit élevé qui attire d'autres entreprises qui veulent aussi leur, entre guillemets, part du gâteau. Ces nouvelles entreprises entrent progressivement sur le marché et font croître l'offre globale. Ah là, il y a un mot en trop, là j'aurais dû l'enlever. C'est font croître l'offre globale. Donc l'idée, c'est qu'à l'équilibre sur un marché, il peut arriver que le prix de marché qui émerge et permet aux entreprises donc de maximiser leurs profits, mais en plus que ce profit maximum est très élevé. Ça veut dire que les entreprises, elles gagnent vachement d'argent grâce à ce prix-là. Mais ça, c'est à court terme. C'est-à-dire que ça ne va pas durer très longtemps. Ces profits très élevés vont bien évidemment attirer d'autres entreprises qui sont sur d'autres marchés, mais qui voient très bien qu'il y a des profits qui sont élevés, que c'est des marchés juteux. Alors elles se disent, puisque c'est comme ça, moi je vais intégrer ce nouveau marché qui a l'air très rentable et me mettre à vendre le même produit, puisque apparemment en ce moment on les vend cher et on peut gagner beaucoup d'argent. Sauf que en faisant ça, ça fait augmenter l'offre globale. Évidemment, chaque nouvelle entreprise qui arrive se met à vendre et même ses produits, ça augmente l'offre globale. Donc, je poursuis ici, hein. Cette hausse de l'offre globale se traduit par un déplacement de la courbe d'offre, donc ça c'est graphiquement vers la droite, et une baisse du prix d'équilibre. Alors pourquoi est-ce que... Alors, si la courbe d'offre se décale vers la droite, je pense que tout le monde a compris, hein, puisque sur l'axe horizontal, c'est les quantités. Donc l'offre, plus elle se décale vers la droite, plus vous avez des quantités importantes. Ok, ça explique pourquoi il y a un déplacement vers la droite de la courbe d'offre. Et ce déplacement va faire que les prix, ou le prix du marché, le prix d'équilibre, va baisser. Pourquoi est-ce qu'il va baisser? Il y a deux explications possibles. Soit vous vous cantonnez à une explication graphique en disant voilà, la courbe d'offre se décale et elle longe, enfin elle se déplace le long de la courbe de demande et donc ça fait baisser le prix. Mais bon, c'est un petit peu léger comme explication parce que ça ne dit pas vraiment d'un point de vue technique pourquoi est-ce que le prix baisse. Alors, une explication plus compréhensible, c'est tout simplement de dire que s'il y a de plus en plus de vendeurs, d'offreurs, et que le nombre de clients, lui, augmente, mais pas beaucoup, le seul moyen de faire venir d'autres demandeurs, de réussir à écouler sa production, c'est de brader les prix pour faire venir les clients. Donc ce qui se passe, c'est que les entreprises qui sont en concurrence vont essayer chacune d'écouler leur production euh, en baissant leur prix pour faire venir les clients. C'est pour ça que le prix baisse. C'est la concurrence entre les offreurs qui fait que chacun essaie de proposer un prix plus faible pour faire venir les clients. Donc, voilà ce qui se passe. Et en graphiquement, voyons ce qui se passe. Donc la courbe d'offre se décale vers la droite. Donc, vous voyez qu'à mesure qu'elle se décale, les prix et les quantités diminuent. Alors, le prix diminue et la quantité échangée augmente. Je vous le refais. Donc hop, décalage vers la droite de la courbe d'offre parce qu'il y a des nouvelles entreprises qui rentrent. Ce faisant, ça fait augmenter la quantité échangée à l'arrivée. Donc on se retrouve avec Q étoile prime, la petite virgule là ça veut dire prime, hein, vous avez ça en mathématiques aussi. Donc Q étoile prime, qui est la nouvelle quantité d'équilibre, et donc quantité d'équilibre qui a augmenté par rapport à l'équilibre précédent. Vous avez un nouveau prix d'équilibre qui s'établit, P étoile prime, qui est plus bas que dans l'équilibre précédent. Donc ça, c'est vraiment très avantageux pour les consommateurs, puisque le fait qu'il y ait plus d'entreprises qui rentrent sur le marché, parce qu'elles en ont la capacité, hein, il n'y a pas de barrière à l'entrée, les prix se déplacent librement, ça aboutit d'un point de vue quasiment automatique à une baisse du prix de vente et à une augmentation de la quantité échangée. Donc là, le consommateur, il a un bien moins cher qu'avant grâce à la concurrence. Donc c'est bon pour son pouvoir d'achat. Alors je crois que c'est tout pour le graphique. C'est ça. Donc je reprends la lecture du cours. Donc ça reprend ce qu'on a dit, hein. Donc plus le prix de marché est élevé, plus les entreprises présentes sur le marché font des profits importants. Voilà.
Mais ces profits attirent des entreprises concurrentes qui souhaitent également bénéficier de ces profits élevés et qui entrent sur ce marché. À mesure que le nombre d'entreprises augmente, il y a de plus en plus d'offreurs donc sur ce marché, l'offre de biens augmente également. Chaque nouvelle entreprise alimente l'offre globale de biens. Puisque l'offre globale augmente, alors le prix de marché diminue, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est la mise en concurrence des entreprises, chacune baissant son prix pour écouler sa production. Tant que de nouvelles entreprises entrent sur le marché, le prix de marché poursuit sa baisse. Donc ça, c'est important de bien le noter. Tant que des nouvelles entreprises sont attirées et rentrent sur ce marché et font augmenter l'offre globale, le prix continue de baisser. La question, c'est jusqu'où va-t-il baisser ce prix? Euh, alors, on va y répondre dans un instant. Dans le même temps, les profits de chaque entreprise se réduisent, car elles sont obligées de vendre de moins en moins cher. Donc là, vous voyez bien ce qui se passe. Au début, les profits sont élevés, c'est très juteux comme marché, ça attire des entreprises qui rentrent, qui augmentent l'offre globale, qui font baisser le prix. Mais le profit est encore intéressant, donc de nouvelles entreprises rentrent sur le marché. Elles augmentent encore un peu plus l'offre globale. Ça fait encore baisser un peu plus le prix. Ça fait baisser encore un peu plus les profits. Mais les profits sont encore positifs et encore un peu attractifs. Donc de nouvelles entreprises rentrent, et ainsi de suite. Vous voyez bien que tant que le profit est positif, il y a de nouvelles entreprises qui rentrent sur le marché pour faire du profit. C'est là que ça devient intéressant. La baisse du prix s'arrête lorsque ce dernier atteint un niveau si faible que les entreprises ne réalisent plus de profit, ou alors on va dire un profit légèrement positif. Et là, c'est un petit peu un problème de la théorie néoclassique, c'est que on comprend pas bien, et ça c'est un truc, vous ne pourrez pas trouver de réponse, mais on ne comprend pas bien pourquoi les entreprises travailleraient pour faire un profit égal à zéro. Mais bon, ça, il n'y a pas de réponse. Les économistes n'en apportent pas, la théorie n'en propose pas. Mais toujours est-il que l'équilibre sur le marché à long terme fait que les profits des entreprises sont quasiment nuls ou alors légèrement positifs. C'est une astuce pour dire que ils gagnent quand même un peu d'argent, mais bon, c'est légèrement positif. Donc à ce stade, plus aucune entreprise ne souhaite rentrer sur le marché. C'est logique puisqu'il n'y a plus de profit à faire. Donc il n'y a plus de nouvelles entreprises qui rentrent parce qu'il n'y a plus d'argent à gagner. Car les perspectives de profit sont nulles, mais parallèlement, les prix sont les plus bas possibles, ce qui avantage le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc voilà comment la théorie se propose de nous expliquer que la concurrence est bonne pour les consommateurs parce qu'elle baisse les prix. Alors je vous donne un exemple qui n'est pas très précis, mais si vous en avez besoin, ça peut fonctionner, je pense que ce sera accepté par le correcteur. Prenons l'exemple de l'émergence des boutiques qui vendent des cigarettes électroniques. Donc ça a déjà quelques années, mais ça marche bien. Donc par exemple, les entreprises qui vendent des cigarettes électroniques se sont multipliées d'une manière exponentielle. Donc là, depuis 5 ans, 6 ans, c'est vraiment un marché qui explose. Il y a des boutiques de cigarettes électroniques à tous les coins de la rue, à tous les coins de rue, parce que c'est un produit nouveau, tout le monde en veut, enfin c'est un marché en expansion. Donc, mais alors le nombre de boutiques, c'est désormais stabilisé. En gros, on a vu exploser le nombre de boutiques, mais maintenant ça se calme. Il n'y a pas de nouvelles boutiques qui ouvrent, ça se stabilise. Voire même, on peut assister à des baisses du nombre de boutiques dans certaines villes, parce que eh bien, finalement, elles ne font pas recette. Il y a trop de boutiques. Alors ça représente un peu ce qui se passe sur un marché à cause de la concurrence. Regardez, donc la force de demande de cigarettes électroniques a incité de nombreux offreurs à entrer sur ce marché. Il y a plein de gens qui n'étaient pas vendeurs de cigarettes électroniques qui se sont dit bon sang, mais c'est bien sûr, c'est l'objet de demain, on va gagner plein d'argent en vendant des cigarettes électroniques et des liquides pour les cigarettes électroniques, et donc on va se faire un max de bénéfices grâce à ce nouveau marché. Donc il y a plein de gens qui sont rentrés sur ce marché, qui ont ouvert des boutiques, qui sont mis à en vendre, et ainsi de suite. Donc l'offre de cigarettes électroniques a augmenté. Chaque nouvelle entreprise s'est mise à vendre ses cigarettes électroniques, et donc le marché a été assez rapidement saturé par ce type de produit. Mais une fois que le marché a été partagé entre les différentes boutiques, que les clients, ça y est, voilà, ils ont tous leur boutique attitrée près de chez eux, les derniers entrants, c'est-à-dire les dernières entreprises qui se sont dit allez, on y va, on va essayer de gagner de l'argent, n'ont pas réussi à capter une part suffisante de marché pour être rentable. En gros, il y avait déjà assez de boutiques. Les nouvelles boutiques n'ont pas eu assez de clients
pour enfin, rentabiliser leur coût de production. Tout simplement parce que la concurrence était déjà suffisamment grande. Les dernières entrantes n'étaient pas rentables. Donc, faute de profit, ils ont dû quitter le marché, stabilisant ainsi le nombre d'offreurs et le prix de vente moyen des cigarettes électroniques. Bon, vous voyez bien, ça colle pas exactement avec le raisonnement parce que pour que ça marche, il faudrait qu'on ait des coûts de production précis des entreprises. Là, on n'a pas affaire à un bien homogène qui serait le bien cigarette électronique, parce que là, il y a plein de différenciations de produits. Mais bon, l'idée globale, c'est quand même ça. C'est au début, c'est nouveau, il n'y a pas beaucoup d'offreurs, ils font plein d'argent, et puis bah, tout le monde se met à les imiter et à vendre la même chose, et au bout d'un moment, il y a plus, les clients sont tous, la demande est satisfaite, quoi. Donc les nouveaux entrants, les nouveaux offreurs qui essayent de rentrer, bah, ils ne trouvent pas de clients parce qu'ils sont tous déjà accaparés par d'autres offreurs. Donc ça stabilise le marché, et ça le stabilise au prix les plus bas possibles, théoriquement. Théoriquement. Donc voilà, c'est un exemple qui marchera dans votre copie, si jamais vous avez besoin d'un exemple là-dessus. Bon voilà, donc on va faire un deuxième argument juste après, mais voilà, pour pas faire des vidéos trop longues, je vais couper maintenant et je reprends juste après. Voilà, à tout à l'heure.